Le rideau. Bon ben, bienvenue à tous et à toutes. Merci, déjà, ça montre votre curiosité ou votre intérêt dans l'informatique en général et dans les alternatives qui peuvent exister. Qui utilise un ordinateur régulièrement? C'est bien, tout le monde. Les smartphones, pareil, je suppose, encore plus peut-être même que l'ordinateur. Non. Ouais, vous les connaissez bien? Bon. Pas trop, on les a et puis on les utilise. On pense les connaître. On pense les connaître, exactement. Ouais. Ben donc, en fait, l'idée, on a fait un petit programme avec Denis. C'est de rappeler, en gros, ce qu'est un ordinateur. Les GAFAM dont tout le monde parle, on voit passer ce mot dans la presse. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi Microsoft, que tout le monde connaît, Windows? Je pense que tous les ordinateurs ici fonctionnent avec Windows en règle générale, sauf ceux qui ont un ordinateur Apple qui fonctionne sur iOS, enfin sur macOS. Donc pourquoi ils sont partout? Les alternatives qu'on peut trouver, entre autres Linux, qui est quelque chose qui est très ouvert, qui est totalement gratuit et qui est vraiment bien fait. Et de l'ordinateur, on va découler vite fait sur le smartphone pour voir les différentes alternatives qu'on peut avoir également. Puis on a rajouté les différences de stockage en ligne, puisque maintenant tout le monde parle du cloud, le stockage. On a de ces fichiers, on peut les avoir partout, on les modifie sur un ordinateur, sur une tablette, et tout est disponible tout le temps. Donc voilà aussi, tout le monde connaît Office, Microsoft Office avec le stockage Office 365. Là, il y a aussi des alternatives qui peuvent exister. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter en cours de route, ou des choses que je dis peut-être trop vite ou qui pour moi me semblent faciles et que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses stupides. C'est là qu'on va voir si je suis mal. Alors, voilà, qui est un ordinateur? Qu'est-ce que c'est, en gros? J'ai plus ton partage d'écran. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il a branché la CB dessus et puis depuis ça fait paf, un peu de fumée et... Hop. Voilà. Alors l'ordinateur, qu'est-ce que c'est un ordinateur? En soi, c'est quelque chose de très bête. C'est du matériel électronique qu'on a assemblé et qui permet d'avoir une interaction avec l'humain. Donc on peut voir ce qu'il fait. On lui demande de faire des choses, on lui introduit des informations, on a un clavier, une souris, un écran tactile maintenant aussi, ça existe. Et donc tout ça, en fait, c'est tout du matériel qui est différent et qu'on doit pouvoir faire fonctionner ensemble. Alors pour que ça puisse se parler, ce qu'on fait, c'est qu'on met dedans un système d'exploitation. Système d'exploitation connu, Windows 10, Windows 11, Yosemite, pour Apple par exemple. Dans les smartphones, on a tous un iOS dans son téléphone Apple, ou bien un Android by Google, comme on l'appelle, qui est un Linux en fait, un Android qui a été retravaillé par Google et qu'ils ont installé dans tous leurs smartphones. Voilà, donc système d'exploitation, c'est ce qui fait fonctionner l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur peut fonctionner, sur téléphone, c'est du Linux, mais non libre. L'Android, c'est un dérivé de Linux, et l'Android by Google, donc celui qu'on trouve dans les Samsung, etc. Ça, c'est un Android qui a été préparé par Google pour fonctionner dans les téléphones standardisés, on va dire. C'est non libre. C'est la base de Linux, c'est libre. Ouais, là ils se sont appropriés et ils en ont fait le petit logo avec le petit bonhomme vert, le petit robot vert, voilà, et c'est leur marque de fabrique en fait. Et maintenant, on trouve aussi chez Samsung, Huawei, Xiaomi, ils rajoutent une couche supplémentaire sur l'Android de Google. Et là, c'est comme ça qu'on a une interface qui est différente, qui est plus jolie, ou qu'on attrape ses habitudes. Le but, c'est la captivité. Une fois qu'on a l'habitude, on vit ça très bien avec Apple. Une fois qu'on a l'habitude des icônes, de comment ça fonctionne, ouh là là, mon Dieu, passer sur autre chose, qu'est-ce que c'est compliqué, il faut tout réapprendre, etc. Et ils jouent tous cette carte-là, en fait. Même Windows, c'est exactement la même chose. Et donc, le système d'exploitation, une fois qu'il permet de faire causer ensemble tout ce qui est dedans, un disque dur, écran, etc., on installe dedans des logiciels. Et là, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire avec son ordinateur ou son smartphone. Des logiciels, il y a tout. On peut faire du traitement de texte, Word. Voilà, Microsoft Word, c'est un traitement de texte.
les navigateurs. Parce que souvent, là aussi, on confond hein, le navigateur Internet, bah, c'est pas le système d'exploitation. Donc, on peut avoir, par exemple, un Microsoft Edge. C'est fabriqué par Microsoft. Ça tourne sous Windows, dans un système d'exploitation Windows. Mais par contre, on a des navigateurs comme Firefox, où on peut trouver des éditions qui fonctionnent sous Microsoft. Donc, on va les avoir sous Windows, on peut les avoir sous Linux, on va les avoir sous Mac. Donc, ils sont multi-opérateurs, on va dire. Alors, les GAFAM, c'est quoi? Vous avez déjà entendu? Google, Amazon, Google, Apple. Bah voilà. En fait, bah, c'est les grosses sociétés numériques d'aujourd'hui. Alors là, je me suis amusé. On sait qu'ils sont gros, mais je me suis dit, tiens, je vais un peu chercher sur le net à quoi ça correspond. Bah, j'ai été saisi parce que bah, si vous prenez Google et Microsoft, c'est 80% des navigateurs Internet. Donc les programmes qui permettent sur les ordinateurs d'aller sur le net. Un truc qui est dingue aussi, c'est de voir que bah, Google et Apple, c'est presque tous les smartphones, on est presque à 100%. Par exemple, Google et Il y a une petite équipe blanche qui est. Oui, moi. Ah ouais, il faudrait la déplacer parce qu'il y a un camion qui part. Désolé. Je voulais ne pas déranger. Attention. Par exemple, chez Google, on peut avoir un mail. Hein, donc, on prend une adresse email qui est hébergée chez Google. Bah, ça, c'est tout le monde connaît, le @gmail.com. Bah, vous prenez toutes les adresses Gmail et vous prenez toutes les adresses outlook.be ou bien live.com, Hotmail, pour ceux qui se souviennent à l'époque. Bah, toutes ces adresses-là, ça représente 2 milliards de mails actifs. C'est quand même fou. Hein. Et en fait, bah, c'est facile parce qu'ils sont proposés, ils sont là. Google Search, donc je ne sais pas quelque chose, j'ouvre mon navigateur, je vais sur google.com ou google.be, et puis je tape ma question, blablabla, hop, et Google me répond. Google est mon ami, c'est bien connu. 93% des parts de marché. Donc sur 100 recherches, 93 recherches qui sont faites sont faites sur Google. C'est juste incroyable. Enfin bon. Alors, bah pourquoi Microsoft est partout? Parce qu'ils ont eu une bonne idée. En fait, au départ, Microsoft, ils ont voulu simplifier l'interaction entre l'humain et la machine. Et donc, ils ont lancé un système avec une belle fenêtre et puis Windows. Et, voilà. Et puis, il y avait un curseur et on s'est dit, tiens, on va avoir un système comme la souris qui va permettre de déplacer une petite flèche et puis on va cliquer et on va pouvoir faire des choses. C'est un truc qu'il a un petit peu piqué chez quelqu'un d'autre. Hein. Mais d'un autre côté, son idée de génie, ça a été de dire, la première chose, les ordinateurs, ils sont tous avec du matériel différent. Donc, moi, j'achète un ordinateur HP, je vais peut-être avoir une carte réseau X. Bah, vous achetez un ordinateur HP, dedans, bah, dans les livraisons, ils ont une carte réseau Y. Et donc, le contenu, le matériel est différent. Et Microsoft a dit, bah, nous, on va faire facile, on va demander à tous les développeurs, tous les fabricants de matériel, de nous fournir les drivers qui permettent de faire fonctionner leur système. Ils en ont fait l'énorme base de données qu'ils ont mis dans Windows. Et donc, l'avantage, c'est qu'on prenait l'installation du Windows, on le tapait dans n'importe quelle machine, ça fonctionnait. Et puis, ils se sont adressés aux constructeurs de matériel, HP, IBM, Asus et ainsi de suite, en disant, ben voilà, nous, on va vous le fournir, on vous le met dedans. Alors, on s'est dit, bah ouais, c'est bien, parce que maintenant, quand on va au magasin, j'ai besoin d'un ordinateur, hop, monsieur, hop, on achète un ordi, on arrive à la maison, on l'allume, bah, qu'est-ce qu'on voit? Windows. Et donc, comme c'est déjà là, pourquoi je vais m'embêter à installer autre chose? Et donc, on l'utilise. Alors, un truc qui est intéressant, c'est de voir que la licence n'est pas gratuite. Donc, on va chez MediaMarkt, Windows est installé, voilà, l'ordinateur, c'est 499 €. Okay. Mais en attendant, il existe des sites internet où il est possible de commander du matériel sans le Windows. Et donc, on l'achète vide ou on l'achète avec autre chose. Et par exemple, là, c'est un site qui s'appelle Nova Custom, qui est disponible en France. Quand on achète un ordinateur, on peut choisir son système d'exploitation. On n'en prend pas, ça ne coûte rien. On demande un Ubuntu ou un Mint, c'est gratuit, c'est 0 €. Par contre, on demande un Windows 11 édition Pro, c'est 69 €. Alors après, l'usage, c'est que quand on est dans Windows, on va utiliser des logiciels Windows et on se dit, mince, il me donne un Microsoft Word, mais je peux juste lire des documents, je ne peux pas les rédiger. Et si je veux les rédiger, oui, il suffit de prendre une licence par mois. Et hop, on est parti. Et on rentre dans le cycle où on paye tous les mois, en fait. Ils font tous ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alternative
donc à, on va dire Apple et, euh, et Microsoft, bah, il y a Linux. Donc le système d'exploitation en lui-même, là il y en a une multitude. Donc on appelle ça dans le monde de l'open source. Donc l'open source c'est on rédige quelque chose, on construit quelque chose et puis on le laisse disponible à tout le monde et tout le monde est libre de le modifier sous certaines conditions aussi. Mais tout le monde est libre de prendre le code de ce qu'on a créé et puis de l'adapter selon ses besoins à ce qu'on veut faire. Et c'est comme ça que Bill Gates a fait Microsoft Compose, parce qu'il a été cherché chez les autres. Bah, il a été prendre un peu, bah, disons que la représentation de la souris et tout, hein, ça vient un peu de Steve Jobs qui voulait lancer ça sur les Apple II à l'époque, les Apple II. Et donc bah, là, oui, il y a des rues, je pense, c'est passé en justice. En 2000, Il y a eu quelque chose dans ce genre-là. 2000 Et bon, l'idée était bonne, hein, mais bon, Steve Jobs a eu des meilleures idées, parce qu'après, il a pensé que plutôt que d'utiliser une souris pour avoir un pointeur, il fallait utiliser son doigt. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'iPhone avec le tactile, et maintenant qu'on trouve sur toutes les bécanes. Et donc, au niveau des systèmes d'exploitation, bah, à la place de Microsoft Windows ou de chez Apple, bah, on peut trouver des Linux. Et les Linux, bah, ils sont faits, il y en a plusieurs. Il y a le Ubuntu, il y a Linux Mint, Linux Kubuntu, Linux Tails, il y en a plein. Et en fait, chaque distribution est fabriquée selon les usages qu'on peut en avoir. Donc il y a un jour une communauté qui se dit, bah, tiens, on aimerait bien fabriquer un système d'exploitation qui va être dédicacé à l'animation. Ah ben, on va lancer un Ubuntu Studio. Et hop, ils la développent et ils l'entretiennent et ils la mettent à jour régulièrement. Certaines tombent en ruine parce que ben, voilà, l'idée est bonne et puis après, ben, il n'y a pas de gens qui vont l'utiliser. Et donc le résultat, c'est que bah, elle tombe en désuétude et puis hop, elle se ferme. Ça, je vous invite à aller sur Wikipédia, vous tapez Linux, et puis vous allez avoir une superbe carte qui montre bah, depuis l'origine bah, toutes les versions qu'on a voulu lancer, celles qui perdurent et celles qui se sont arrêtées. Elles sont thématiques, hein. Comme je le disais, par exemple, là je parle de la Ubuntu, c'est la plus standard. Elle fonctionne un peu comme un Windows, donc quand il y a des mises à jour à faire, ça se fait tout seul, etc. La Mint, c'est celle qui ressemble le plus à un Windows, au niveau de sa présentation, barre de tâches, le menu du démarrer, etc. La Tails, par exemple, c'est une distribution spécialisée dans l'anonymat. Donc elle est utilisée par plein de lanceurs d'alerte, de journalistes, pour échanger entre eux, et ça laisse pas de traces du tout. D'ailleurs, ça s'installe même pas sur un PC. Elle fonctionne sur une clé, et puis on l'installe, on utilise n'importe quel ordinateur, c'est complètement transparent. Et dans chacune, bah, je vais dire, en Windows, on peut trouver du Word, Excel, Office, Photoshop pour retoucher les images, etc. Chez Mac, on peut trouver, chez Apple, on peut trouver Page, Number, et ainsi de suite. Bah, on peut retrouver l'équivalent de toutes ces applications dans des distributions Linux. Alors, bah, comme je le disais, ça dépend de l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc, une utilisation standard, je vais régulièrement sur Internet, je fais mes paiements bancaires avec ma banque. J'ai besoin de lire des emails, j'aimerais bien utiliser Telegram pour échanger sur la June, organiser un voyage au Pays Basque. Bah, moi, je dirais là, on peut utiliser des distributions comme Ubuntu. C'est vraiment la plus classique, c'est la plus standard. C'est celle qui est installée sur ce PC-ci. Donc ici, exactement, c'est la Kubuntu avec le K devant. Si on veut plutôt bah, aller du côté de l'anonymat, bah, il y a des distributions comme Tails et Kodachi. Par exemple, Kodachi, c'est une distribution, une fois qu'elle est installée, elle anonymise tout. Donc, elle fait croire aux providers, aux fournisseurs de services Internet que vous êtes à Singapour. Elle corrige les heures de l'ordinateur, etc. Elle est vraiment très, très bien faite. Et tout ça, juste avec des clics. Plus de ligne de commande. Donc avec ça, il n'y a pas besoin de VPN. Le VPN est intégré dedans. Ouais. Par exemple, Kodachi. Hein. Avec Kodachi. Ah ouais. Donc le VPN est dedans, elle passe par le réseau Tor automatiquement, elle peut mettre le réseau Tor dans toute la machine. Donc même quand on tape des lignes de commande, elles ne sont pas pistables, pas traçables. Alors la légèreté, ça peut être aussi, comme on parlait avec mon ordinateur, la légèreté, ça peut être pratique parce qu'on a des vieux ordinateurs parfois qui n'ont pas beaucoup de mémoire, qui ont un petit disque dur. Et donc là, bah, il existe des distributions spéciales pour ça, qui ont ce côté léger, de ne pas demander beaucoup de mémoire RAM, et donc bah, on peut l'utiliser comme un grand. Pour vous dire, cet ordinateur-ci, donc le mien, c'est un ordinateur que j'ai acheté d'occasion en 2015. C'est un modèle qui a bien 13 ans, à part une batterie.
ça fonctionne nickel. Hein. Donc c'est rapide, ça démarre en T'as du Alpha 15 déjà secondes. C'est un i5 Ah, un i5 hein. déjà. Ah, oui, ok. Mais bon, c'était déjà une occasion. Maintenant, il a beaucoup de mémoire RAM. Il a l'écran tactile qui est géré par Linux. Mm. Voilà, j'ai branché un écran, un rétroprojecteur, ça marche tout seul. Donc ça fonctionne vraiment bien. Alors là, ça c'est un truc, c'est Alain de Verviers qui m'a fait penser à ça. Un truc important avant de vous lancer dans l'expérimentation d'une installation, si vous voulez le faire seul, c'est bien sauvegarder toutes les données que vous avez sur votre ordinateur. Sauvegarder les données. Donc prenez un disque dur externe, une grosse clé USB, et vous copiez tout ce qui est important, parce qu'au cas où il y a un souci, hein, vous perdez tout. Donc, et puis c'est pas perdu, puisque si un jour vous décidez de passer à Linux, vous allez installer le système d'exploitation dans votre machine, et puis toutes les données, vous les avez sur un disque externe, vous retapez votre disque, vous recopiez tout, et hop, c'est parti. On va avoir une copie de tout ce qui était mis là. Ouais, ça, oui, le PowerPoint, on peut le distribuer en PDF. Ou, ouais, Ah oui, pas de parce que problème. ce serait bien, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas tout le temps de tout noter. Ah oui, Oui. on peut te oui, l'envoyer par email ou ton Ah oui, Telegram. oui. Ou Ah, comme ce tu serait sens. bien, merci. Tout est là, c'est open source. Voilà. Alors, après, on passe un peu sur le smartphone, parce que c'est vrai que les smartphones aussi, hein, c'est fort fermé. On a besoin d'une appli, on va sur un store, hein, l'App Store pour Apple, ou le Play Store pour Google. Puis, il y a un truc que j'ai trouvé sympa. Donc, ça, c'est un écran que j'ai capturé sur le système d'exploitation que j'ai dans mon téléphone, parce que ça reste une machine. Hein. Donc, c'est pareil, dedans, c'est des périphériques, écran tactile, son, haut-parleur, micro. Puis, dedans, on met un programme, système d'exploitation. Et puis, on installe des logiciels qui vont faire ce qu'on veut. Navigateur pour la route, pour me guider, mon application bancaire, etc. Donc, celui-ci, c'est pareil, quand le téléphone il est à l'arrêt, donc il est en stand-by, ils se sont amusés à regarder un peu ce qui se passait sur une journée. C'est étonnant de voir qu'un Android by Google, il y a quand même 12 mégas de données, 12 mégas de données qui sont transmises. Vous n'avez rien fait. Alors, un Android, vous l'allumez, le fait simplement de l'allumer, vous n'avez pas encore tapé votre code PIN, vous n'avez pas encore tapé un code ou quoi que ce soit, vous l'allumez, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend sa position GPS dès qu'il peut, il regarde, il monitore autour de lui les réseaux Wi-Fi et les Bluetooth qu'il peut trouver, et tout ça c'est envoyé vers Google. Alors c'est pratique, parce que vous savez, ils ont des voitures qui ont circulé un peu partout pour faire Street View. Ces voitures, en même temps de photographier la rue, elle captait toutes les balises Wi-Fi qu'elle pouvait trouver. Alors un réseau Wi-Fi, par exemple Denis il en a un, voilà, il y a du Wi-Fi dans sa maison, il a une adresse unique sur la planète. Et cette adresse-là, elle a été mémorisée avec sa position GPS. Et donc quand quelqu'un se connecte, capte le réseau de Denis sans avoir un vrai GPS, c'est ce qui permet de faire une espèce de triangulation par Google, et il permet à des objets qui n'ont pas de GPS de pouvoir se localiser. C'est anonymisé, hein, on ne sait pas que c'est le réseau de Denis, mais on sait que à cette position GPS existe un réseau Wi-Fi qui a une MAC adresse X. Comme ils la mettent à jour régulièrement. Voilà. Et donc voilà. Et alors on est heureux de constater que quand Apple dit oui, nous on est plus sur la vie privée de nos utilisateurs et tout, c'est vrai, parce que quelque part ils transfèrent 2 fois moins de données à rien faire. Donc quelque part c'est un peu plus sécurisé. Alors, donc le smartphone, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dirais qu'il y a 2 méthodes. La première, c'est qu'on achète un smartphone qui est à part. Alors là, le problème, le bon côté, c'est qu'on est original. J'aime bien. Mais le mauvais côté, c'est qu'on aura peut-être plus de difficultés à trouver des applications qui vont fonctionner. Parce que si maintenant, imaginez, vous achetez un appareil que sur la planète, il y a 1000 personnes qui utilisent. Qui va s'amuser à développer un parc de logiciels énorme pour 1000 personnes? Ça vaut pas le coup. Mais on s'est téléphoné, on s'est envoyé des messages. Voilà, c'est ça. Mais là, on a fabriqué, donc il existe, on peut acheter par exemple un Librem 5. Ça, au niveau sécurité, c'est top de chez top. Mais c'est un téléphone, installer l'appli Belfius, faut oublier, hein. Ça marchera pas. Mais par contre, au niveau de la sécurité, ils sont très bons. C'est un Linux pur qui tourne dedans. Donc c'est comme un ordinateur. Ça, c'est vraiment top. Après, il y a la méthode intermédiaire, comme par exemple Lineage ou bien I, E. Ça fait moche de dire E, I, c'est plus sympa. Et donc là, en fait, c'est des systèmes d'exploitation
qui préservent, qui sont dégooglisés, comme on appelle ça. Et donc, en fait, le code Android, c'est un truc libre au départ, c'est open source. Et donc, ils ont repris ce code avec l'Android by Google, ils ont regardé un peu comment ça fonctionnait. Et puis, ben, tous les moments où ce programme fait des appels vers Google, ben, ça a été censuré. Donc, on élimine tout ce code-là et on refabrique quelque part un système d'exploitation qui est propre. Ça, c'est celui que... Donc, moi, j'ai installé le fameux EOS dans ce téléphone-ci. Je l'utilise depuis 3 ans. Et bah, mon application bancaire, elle fonctionne. Généralement, c'est le premier truc que les gens demandent. Oui, mais je pourrais installer l'appli de ma banque. Ah bah, moi, ça fonctionne. Alors, sans Play Store, sans App Store, voilà, ça marche super bien. C'est quoi le téléphone? C'est pas une application, alors c'est directement via l'Internet alors ou bien... Non, en fait, c'est un téléphone dans lequel ben, j'ai effacé le système d'exploitation qui était par défaut. Ah oui. J'en ai installé un autre, et Ouais. puis maintenant, dans cet autre système d'exploitation, ben, il existe des kiosques, donc des applications qui permettent d'avoir accès, à des applications. comme par D'accord. exemple, ça vous pouvez même les utiliser aujourd'hui. Hein. Mais qui sont adaptés à ton système d'exploitation ou pas? C'est un système Android, donc il est compatible. Ah oui. Voilà. C'est Ok. juste qu'il n'envoie pas les informations comme le fait un autre. Ah Un, oui. Ouais, c'est Android ton- standard. C'est un peu comme si on compare le Carrefour à ton petit marchand de quartier, quoi. Là, tu as eu un store qui a un petit marchand de quartier qui donne des logiciels pour ce système d'exploitation. Voilà, c'est ça. Au départ, ils ont fabriqué leur propre store avec des applications dites nettoyées. Et donc, bah, ils analysaient la sécurité des applications. Et puis, à la place d'avoir un score, vous allez sur le Play Store, ils vont vous dire, ouais, celui-là, il a 4 étoiles et demie sur 5. Ah, c'est top, les gens, ils adorent parce que je mets des likes. Par contre, là, non, leur cotation, c'est la sécurité. Et donc, une application qui a 9 sur 10, ah ben, quand on l'installe, on peut être sûr qu'elle garde bien les données pour soi. Voilà. Une application qui fait 1 sur 10, il faut éviter. Généralement, les WhatsApp et ces genres de C'est trucs, comme c'est se trop balader à poil au milieu de la rue, quoi. c'est un peu le genre, voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Après, on peut se camoufler, hein, mais Ok. Mais ça, c'est ton Fairphone, ça. ça, c'est le Fairphone. Oui. Ok, et t'as installé, tu as retiré ce qui était déjà préinstallé dessus comme Donc, OS. moi, je l'ai acheté avec un Android by Google, et puis Mhm. ben, je l'ai flashé, ça s'appelle comme ça en électronique. Et donc, on réinstalle un nouveau système d'exploitation dedans, comme on le fait avec un Un ordinateur. Et puis, ben, après, maintenant, quand il démarre, il est en version, autre système d'exploitation. Mais Si il on le est, fait par après, il faut d'abord le vider et puis tout. ouais, ça se fait en même temps, quoi. Mais là, pareil, hein, si vous avez déjà plein de données dedans et qu'un jour vous passez sur un autre système, c'est un peu plus compliqué que l'ordinateur. Si vous passez sur un autre système, bah, pareil, sauvegardez vos contacts, ce genre de choses, parce que ça va être complètement effacé, quoi. Alors, le truc aussi qui est important, c'est qu'il existe des stores qui sont indépendants. Donc, par exemple, il y a un truc, Aurora Store. Ça, tout le monde peut l'utiliser. Et en fait, c'est comme un Play Store, sauf que ce qu'il met à disposition ne demande pas d'être connecté à Google. Il faut pas aller dans le Play Store. Il n'y a pas besoin d'un compte. C'est anonyme. Donc, je télécharge. Vous allez sur le Play Store télécharger Belfius. Ben, on sait que Vincent a téléchargé Belfius avec son compte Gmail, enfin son compte Google. Ben là, l'avantage de Aurora Store, c'est que ben, on télécharge le même logiciel, mais c'est complètement anonyme. Donc, il faut pas avoir un compte Gmail ou Google. Et après, il y en a d'autres qui sont plus orientés sur le libre. Et là, F-Droid, par exemple. F-Droid, bah, vous allez trouver là-dedans toutes des applications qui sont développées, qui sont gratuites. Il n'y en a aucune de payante. Dès qu'il y en a une qui fait appel à petit quelque chose qui n'est pas normal, bah, on va le signaler dedans. Mais on ne trouvera pas tout non plus. Hein, parce que forcément, les gens ne s'amusent pas à tout développer. Et c'est F-Droid. F-Droid, ouais. F-Droid. Je pense que à la fin, tu verras, il y a un lien. J'ai mis plusieurs liens pour faire résumer. Et juste savoir, par exemple, imaginons qu'on veut faire ça et qu'on veut sauvegarder les contacts. Parce que, par exemple, ce que j'ai vu, c'est que les contacts, ils sont souvent, justement, mis sur Google, c'est ça? Ouais. Et donc, comment on fait pour sauvegarder les contacts? On a tout noté à la main? Comment on fait? Ouais, hein. Sinon c'est pas amusant. Non, non en fait, Ça sert l'ordinateur. Mais non, c'est juste faut pas tout écrire. noter. Non, oui, mais il existe les informations qui sont stockées dans ton compte Google, Mhm. bah, tu peux les exporter Oui. dans des formats précis,
Et puis après, ben, il te suffit ce petit fichier-là. Ben, quand tu as installé autre chose, rien ne t'empêche de l'importer dans tes données. Et on exporte via quoi? Donc en fait, via Google, donc je fais exporter contact Ouais. et je l'exporte dans quel format? Ben, par exemple, les formats CSV. Donc en fait, Un ça va. CSV, c'est du. Ouais. Ouais, c'est un fichier. C'est un format de fichier plat qu'on appelle ça. Donc, à CSV. CSV, Charlie, Sierra, Victor. Voilà. À l'intérieur, il y a juste du texte avec des virgules, des guillemets. Et quand on ouvre, on voit que les contacts sont là. Ouais, c'est mis pêle-mêle. Et en fait, ça, on appelle ça un format de fichier plat. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mise en forme dedans. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut importer dans plein d'autres choses. Ah, mais c'est comme les playlists, par exemple, au Virtual DJ, on a une playlist comme ça. Ouais, par exemple. C'est des fichiers texte. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est juste du texte à l'intérieur. Ouais, d'accord. Après, il y a même des petites applications, parfois, qui existent, où il suffit de se connecter à son compte Gmail, et puis automatiquement, elle va rechercher toutes les informations et elle les ramène. Mais justement, moi, je veux plus avoir Gmail. Alors là, il faut créer un autre compte, une autre adresse mail, parce que Gmail, ça restera Gmail. Mais qu'est-ce qui existe? Parce que... Oh, des mails, punaise, mais il y en a des tonnes. Hein. Les mails, je dirais, enfin, en adresse plus Sécuritaire. raisonnable. Oui. Alors là, le top du top, je dirais ProtonMail. Ouais, c'est- Tu vas en parler après, je pense. Je pense qu'il y a un petit truc Ah oui, dessus. bah oui, alors, mais- Et puis, vous inquiétez pas, après, il y aura des tables de discussion où tout ça peut être résolu. Hein. Ouais. Des choses pratiques. Hein. Ouais, c'est une très Ah bonne ouais. question à noter et à rajouter dans les ateliers on va imaginer les ateliers et les programmer. Peut-être à rajouter qu'il existe des petites applications pour transférer d'un smartphone à un autre. Il existe des applications Ouais. gratuites. Hein. Ouais. Voilà, Samsung, par exemple, de c'est ça. transfert, oui. Voilà. Mais c'est pas forcément lié à une marque. Non, mais je sais que Samsung a un On a appareil, un logiciel qui s'appelle Smart Connect, un truc Oui, comme c'est ça. ça. Et puis, quand on l'installe sur le PC, après, on peut transférer les données, il Sans fait des devoir trackers exporter comme et on les remet dans autre chose. Ouais. tu installes dans ton smartphone cette application Oui. et au départ de l'application, tu demandes de transférer vers un autre smartphone. Oui, mais alors je dois avoir 2 smartphones. Ben, tu peux transférer vers un ordinateur. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. C'est des Et choses encore transiter par là. dont on parlera dans les tables Ouais, après. Hein. ça va. Des choses pratiques. Merci. Alors, par exemple, on revient sur les navigateurs Internet. Voilà, Windows a un Internet Explorer. Enfin, Microsoft possède Internet Explorer, ou maintenant on l'appelle Edge. Sur OS X, ils ont Safari. C'est leur navigateur à eux qui est installé par défaut. Alors Linux, il n'y en a pas. Ils ne sont pas propriétaires d'un navigateur. Et donc, on utilise celui qu'on veut. Alors, dans beaucoup de distributions, celui qu'on installe, c'est Mozilla Firefox. Avec un gros avantage, c'est que Mozilla Firefox, il est compatible avec tout le monde. Alors, Google Chrome, évidemment, tout le monde le connaît, sous Windows et sous OS, donc chez Microsoft et chez Apple, ça existe. En Linux, il est possible de l'installer, mais alors on utilise le Chrome de Google. Mais par contre, nativement, Google Chrome, en fait, ça s'appelait Chromium. Et en fait, c'est un logiciel open source au départ, que Google s'est approprié et a transformé en Chrome. Donc Chromium Browser, c'est un navigateur Internet qui est ouvert. Alors moi, par exemple, j'utilise beaucoup Firefox. Pourquoi? Parce que on le retrouve partout. Et donc, quand je suis au travail, je suis obligé de travailler avec du Windows. Là, je peux mettre mon compte Firefox dans mon navigateur et ça synchronise mes mots de passe, ça synchronise mes adresses, mes favoris, etc. Plus de problème. Même dans le smartphone, ça existe. Firefox. Aussi, c'est pratique pour les plugins. Pardon? Firefox, le compte Firefox, c'est pratique pour les plugins. Tu ne dois pas réinstaller à chaque Tout fois à tes fait. bloqueurs de pub. Mais Google fait ça aussi. Google Chrome, si tu as des plugins qui sont installés, Ouais. tu as des extensions, comme ils appellent ça, automatiquement, ça se réinstalle quand tu te reconnectes ton compte quelque part. Par exemple, l'extension Cesium, le fait de l'avoir, je réinstalle un ordinateur, je mets mon compte dedans, l'extension se réinstalle toute seule. Donc ça, c'est super bien. Alors oui, Brave, je l'ai mis parce que c'est un navigateur qui est très sécurisé. Je pense que c'est celui-là, ou c'est Opera, qui propose un VPN par défaut. Donc quand on veut utiliser un Moi, j'ai VPN. Brave sur mon ordinateur. Et il Et utilise un... en fait, il bloque tous les échanges de données. Donc en fait, il y a plein de trucs, que ce soit aussi au niveau des pubs et tout. Ouais. Mais en fait, il bloque l'envoi des données.
Génial. Et en fait, il met en un temps quelques minutes, mais combien il a bloqué à chaque fois. C'est Ah bah. énorme. Ben, ça, c'est top. Ben, voilà, donc Et déjà, il va très bien, en tout cas. Enfin, ça, moi, c'est un bon point. Il est un vrai, je pense. Hein Ouais, franchement, ouais, moi, j'ai adopté. Et il y Ouais, a- moi, ben, je suis voilà. bref tout le temps. Et il y a Opera aussi qui est bien, il faut le noter, parce que lui il propose un VPN intégré. C'est comment? Ouais. Opéra. Opera. Donc quand on veut, on peut surfer normalement. Et quand on a envie, on démarre le VPN. Après, on ne choisit pas. Hein. C'est pas un VPN ultra rapide. Regardez la vidéo en même temps, ça va être compliqué, je pense, parce que le débit ne sera pas suffisant. Mais il a le mérite de le proposer. Et quand on l'enclenche, ben, notre adresse IP, elle est cachée, quoi. Donc ça peut être intéressant. Il divulgue des informations quand même. Pardon? Il divulgue des informations. Ah oui, mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'utilise Firefox avec plusieurs extensions dedans qui bloquent en fait le phishing, qui bloquent les sorties de données. Sur Bref, maintenant, il y a un bon VPN. Un bon système, d'accord. Ouais, qui divulgue rien. Alors après, bon, la bureautique, c'est ce qu'on fait souvent aussi. Hein. Traitement de texte, Excel, faire ses petits comptes à la fin du mois avec les factures d'énergie qui montent sans arrêt. Donc, bah, en Windows, on a Microsoft Office. Sous OS X, il y a la suite avec Page Number, je sais plus comment ça s'appelle. Keynote. Voilà. En Linux, ben, il n'y en a pas. Par contre, on peut utiliser des suites qui existent pour tout le monde, donc qui fonctionneront sous Windows, sous Apple ou sous Linux, comme LibreOffice ou OpenOffice. Moi, par exemple, j'utilise la présentation qui est faite là, elle a été faite avec LibreOffice. Et pour vous dire, sur mon ordi de travail, bah, j'ai LibreOffice installé, parce que quand on me demande de faire des trucs avec Excel, parfois je suis bloqué. Alors je passe le fichier dans LibreOffice. Par exemple, travailler avec des dates, des heures négatives dans Excel, bah, c'est chaud. Je trouve que ça marche pas bien. Avec OpenOffice ou LibreOffice, ça fonctionne tout seul. Donc, bah, il y a des fichiers que je convertis en LibreOffice et puis que je remets en Excel parce que boulot, management, comment on ouvre ça? Voilà. Et là, bah, on peut trouver toute la suite, hein, donc tout ce qui est présentation. Par exemple, les petits logos dont on parlait Denis là au début, bah, c'est fait avec des logiciels qui sont tous libres, comme GIMP, comme Draw. Draw, ça fait partie de LibreOffice. GIMP, c'est un Photoshop, mais totalement gratuit aussi. Ça fonctionne aussi bien. Alors le stockage en ligne, donc quand on partage des fichiers, etc. Bah, c'est pareil. Je veux dire, la meilleure des sécurités, c'est le stockage local. Vous gardez dans votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous partagez à personne et c'est nickel. Après, on peut partager mes fichiers à d'autres, mais uniquement quand mon ordinateur est sous tension. Donc il y a des logiciels comme ça. Hein, j'ai un répertoire, je mets des documents dedans, je te les partage, mais tu sais y accéder uniquement quand mon ordi il est allumé. Si je l'éteins, le fichier disparaît. Au niveau sécurité, c'est plus intéressant parce que je vois que tu te connectes à mon fichier. Quand je suis pas là, je regarde pas, je surveille pas, il n'y a rien qui est partagé. Mais c'est très restrictif parce que maintenant, c'est le jour où tu veux aller chercher une information dans un fichier que je t'ai partagé et que bah, je suis pas connecté ou je suis pas là pendant une semaine, tu peux pas y avoir accès. Donc on utilise un cloud. Un cloud, en anglais, c'est un nuage. Donc le nuage, c'est nulle part, c'est partout, c'est everywhere. Et donc on met nos fichiers là-dedans. Et puis là, après, si on veut, on les garde pour soi ou bien on les partage à d'autres. Et puis, bah, quand j'éteins mon ordinateur, comme le fichier il est hébergé quelque part ailleurs, bah, le fichier est accessible. Alors, ce fameux nuage, nous, on ne le voit pas, c'est du virtuel pour nous. Mais en fait, c'est des hangars dans lesquels il y a tous des disques durs qui sont alignés avec des serveurs. Et ça tourne H24. Hein. Glen, vous voyez, data center de Google, bah, c'est ça. Donc là-dedans, il y a des emails, il y a des recherches, il y a des données pour aller plus vite que d'interroger un serveur qui est aux États-Unis. On stocke des tonnes de trucs là-dedans. Alors, il en existe plein. On a Dropbox, par exemple, qui est pas mal. Google Drive, le fameux stockage de Google, hein, qu'on peut partager les fichiers. Il y a SharePoint, ça c'est Microsoft. Box, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas mal. Je stocke des revues là-dedans. OneDrive, ça fait partie de Microsoft aussi. Le M, c'est Mega. Là aussi, eux sont bien aussi pour ne pas divulguer trop les informations qu'on stocke dedans. On trouve beaucoup de choses là-dedans. Et alors le dernier, là, les trois petits ronds, c'est Nextcloud, qui là aussi est open source. Ça peut être installé chez soi, on peut héberger chez soi. Donc c'est vraiment bien. Et on peut avoir des comptes qui sont en ligne. On sait où sont stockées les données.
moi j'ai un compte, ils sont stockés aux Pays-Bas. Voilà. Donc le stockage de mes fichiers, c'est aux Pays-Bas. On peut partager, on fait tout comme un grand, sauf que c'est gratuit. Ah, c'est gratuit? Ouais. Ah, parce Après, que Google alors, Drive, c'est payant. Google Drive, il est gratuit pendant un laps de temps, puis après ils font payer. Ben là, ils font Ouais. la même chose. Donc, Ouais, il y a une limite. Ouais. par exemple, Nextcloud, moi j'ai un compte aux Pays-Bas qui fait 8 gigas de stockage. Donc je peux stocker 8 gigas de données. Et puis si je veux plus, ben là je dois prendre un système d'abonnement. Voilà. Mon téléphone, par exemple, ben, avec le système d'exploitation, ils ont un hébergement Nextcloud qui est proposé à tous les clients, à tous les utilisateurs. Et là, par défaut, ils donnent 1 giga de stockage. Donc j'ai 1 giga avec mon compte. Si je veux plus, ben là c'est une donation, parce que c'est une ASBL qui fabrique ça. Et donc la donation, ben, si je donne, je sais pas moi, 5 euros par mois ou 2 euros par mois, ben, ils vont me donner 50 gigas. Si je donne 10 euros par mois, ben, ils vont me donner 250 gigas. Et en fonction de ce que j'ai besoin, ben, je vais leur donner plus, quoi. C'est logique, eux, ils ont leur ordinateur, leur stockage qui tourne tout le temps, il faut les payer quand même à un moment donné. Il y a quand même une empreinte écologique. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça c'est. C'est pas Pour pas avoir d'empreinte, donc pour pas avoir de consommation électrique, ben, c'est triste, mais faut pas stocker. Parce qu'alors, même le disque dur en lui-même, ben, quelque part, pour le fabriquer, ça demande des matériaux, ça demande. Voilà, et ça, les ordinateurs, c'est la même chose, les téléphones aussi. Maintenant, bon, ben, celui-ci, il a vocation à durer. Donc, c'est le créneau de la société. C'est garder le téléphone le plus longtemps possible. Donc, il est démontable. Il est vendu avec un petit tournevis pour pouvoir le démonter. Et alors, il s'enlève module par module. Et puis, ben, moi, une fois, j'ai remplacé les 2 caméras. Parce qu'ils ont sorti des caméras de meilleure qualité. Et ben, je les ai commandées. Ça m'a coûté 59 euros. J'ai reçu les 2 par la poste, et puis je l'ai démonté, j'ai remplacé, et c'était compatible, et ça marchait très bien. La batterie, c'est 29 euros. Je la change moi-même. C'est le Fairphone, ça. Ça, c'est le Fairphone, ouais. Alors, ben, les alternatives, donc, comme on disait, hein, aller en dehors des grands, ben, moi, je pense que Nextcloud, c'est une belle solution. Je m'étais amusé un moment à avoir un serveur à la maison. Ben, ça fonctionnait bien, c'est simple à administrer. On crée des comptes, on les donne aux gens se connectent. Ce n'est pas que de l'hébergement de fichiers, donc on peut même gérer un mail, on peut gérer ses contacts là-dedans. Donc par exemple, moi, mes contacts, ils sont synchronisés sur mon compte Nextcloud, et puis où que j'aille, j'y ai accès. Je peux les télécharger, je fais ce que je veux avec. Il y a de la gestion de projet. Il y a même la petite bulle, c'est un équivalent à Messenger. Alors ça, je l'ai testé avec mes filles. Donc, j'ai mis un serveur à la maison, puis ben, elles ont installé l'application Talk, qui est le Messenger de Nextcloud. Puis ben, je leur ai créé un compte chacune. Puis elles se sont connectées. Évidemment, le système est venu chercher sur mon serveur, donc les données sont chez moi. Et puis ben, on fait des appels vidéo, on fait des appels audio, on s'envoie des textos, des messages, tout ça sans passer par qui que ce soit. Donc c'est sympa. Après, bon, ça demande le serveur qui tourne 24 heures sur 24, etc. aussi. Alors là, bah, c'est un exemple, hein, par exemple pour Nextcloud, pour le stockage. Donc on peut acheter un NAS. Donc c'est un boîtier dans lequel il y a des disques durs. On le branche sur le courant, on le met sur le réseau à la maison, on l'allume, et hop, on a du stockage en ligne. Et là, bah, on peut l'avoir avec un Nextcloud déjà installé. Donc ça se vend tout fait. Ou bien on prend des comptes chez des gens. Moi, par exemple, j'ai un compte chez Tab Digital. Parce que bah, ils m'ont offert 8 gigas de stockage en compte gratuit. Si vous prenez par exemple OpsOne, bah, OpsOne, les données sont stockées à Zurich et bah, ils offrent gratuitement 2 gigas. Donc moi je voulais plus de quantité, donc je suis allé chez Tab Digital. Après rien n'empêche, il suffit d'une adresse email. Donc avec 10 adresses email, on ouvre 10 comptes et on a 10 fois 8 gigas. Ouais, mais il faut se souvenir des mots de fin. Ah. De tout, Ouais, mot c'est de passe, tout. Que mettre où? Ouais, c'est ça. Alors, moi, je justement, l'ai oublié, il y a des trucs. Pour les mots de passe, il y a un truc qui est sympa. Donc ça, c'est des petits mots de la fin. C'était justement un petit récapitulatif. Donc ce sont tous des liens hein, sur lesquels on peut cliquer. Par exemple, on parle beaucoup de réseaux sociaux, Facebook, machin, tout ça. Ben là aussi, il y a des alternatives. Twitter, par exemple, que Elon Musk est en train de libérer, le grand guerrier. On a ce qu'on appelle le fait divers.
Alors, fait divers, c'est un réseau planétaire qui est construit à partir de réseaux différents, totalement ouverts. Et alors, Mastodon, bah, c'est un Twitter qui est complètement gratuit, qui est non censuré. Si on veut dire ta gueule, dedans, on peut le dire, quoi. On ne va pas se faire virer pour autant. PeerTube, bah, c'est un YouTube, mais qui n'est pas censuré non plus. Et qui fonctionne en peer-to-peer. Donc là, en fait, c'est pas des serveurs qui stockent, d'accord? C'est pas des gros disques durs sur lesquels sont stockés tout. C'est du partage qu'on fait à partir de nos machines, et tout ça se met en réseau. Et alors, ça forme un réseau. Alors, à un moment, on éteint un ordinateur, mais c'est pas grave parce que la vidéo, elle est repartagée ailleurs, repartagée. Et donc, il y a toujours des morceaux de la même vidéo disponibles partout. Alors, c'est pas très rapide, mais ça fonctionne pas mal. Funkwhale, c'est la musique. Par rapport à BitChute, Confounder, c'est le même style ou c'est Bah, c'est moins, c'est plus petit, quoi. Tu vas pas trouver le même choix qu'un YouTube, tu vois. Mais par contre, ça peut être intéressant parce que plus il y aura, c'est comme la June, plus il va y avoir des utilisateurs, bah, plus ça va être conséquent, quoi. Funkwhale, c'est le bel exemple. J'ai acheté un CD de musique et puis ben voilà, je l'écoute, ben, je le mets sur mon ordinateur, comme ça je peux l'écouter où je veux, hein. Je mets mon casque et je l'écoute au bureau et tout ça. Et puis ben je le mets dans Funkwhale et ça veut dire que moi j'en ai les droits, mais je peux te le prêter. Toi avec ton compte Funkwhale, tu t'abonnes à moi et puis ben tu vas voir mon album, tu vas pouvoir l'écouter. Et donc tout ce qu'on possède, tout ce qu'on achète en musique, pour lesquels on a les droits d'auteur, on les met dessus et puis on se les partage, mais à travers la planète, quoi. Donc on peut écouter des trucs de ouf. Des fois on découvre même de la musique qu'on n'aurait jamais écouté. Donc ça c'est Funkwhale. Et tout ça c'est décentralisé, hein. Donc vous prenez par exemple un Microsoft ou un Google, bah, ils ont une usine avec plein de serveurs dedans et tout est centralisé au même endroit. Tandis que là, c'est tous des petits serveurs qui sont partout sur la planète et qui dialoguent entre eux. Et moi je me connecte à un qui me permet d'avoir accès à un autre, qui me permet d'avoir... C'est une toile d'araignée. Comme d'unitaire. Oui. PixelFed, c'est un Instagram. Donc ça fait comme Instagram, mais c'est pas Instagram. Ça fait très Canada Dry. Alors Frama Libre, ça Denis connaît un peu, hein. C'est des petits logiciels qui sont... donc c'est des listes de logiciels gratuits et libres. Et en plus, ils permettent de faire des rendez-vous. Les doodles, vous connaissez les doodles pour prendre des rendez-vous? Ah bah eux, ils ont Framadate. Bah, la différence, c'est que vous mettez pas vos infos chez Google. Chez Google, vous prenez une réservation dans un hôtel. Alors on vous dit, voilà, vous êtes bienvenue du 1er février au 7 février, vous réservez un avion, ça coûte 250 €. Tout ça, c'est dans un mail. Ben, il y a des moteurs qui analysent tout ça. Et c'est comme ça qu'ils peuvent dire, bah, tiens, comment était votre séjour dans le sud de la France, de telle date à telle date? Parce que c'est pas quelqu'un qui lit le mail, mais c'est toutes les machines, toute l'intelligence artificielle qui est derrière, qui analyse ça en permanence. Et puis quand on voit qu'on cherche de la documentation sur des vols pour aller en Espagne, ah bah tiens, bah, je vais peut-être proposer, s'ils vont en Espagne, aller visiter ceci, aller voir cela, à ce moment-là, c'est la bonne période. Ça, c'est tous les ordinateurs qui travaillent derrière en permanence. Alors, bah, il y a les liens pour aller sur les sites Ubuntu, Mint, Ubuntu, TX, donc les distributions Linux, Firefox, Brave aussi, Nextcloud. Les Nature, je l'ai mis parce que bah, c'est un petit logiciel qui permet de fabriquer la clé USB qui va permettre d'installer Linux. Donc ça, c'est intéressant. Alors, les mots de passe, oh, on en a trop. Il y a KeePass. Alors, KeePass, on retient un gros mot de passe bien compliqué qu'on ne donne à personne. Et puis, ça crée une base de données dans laquelle on stocke tous ces mots de passe. Alors, c'est un peu comme de les noter sur une feuille, sauf que ça ne traîne pas. C'est chiffré, donc c'est crypté. Donc, si on prend le fichier, on sait rien faire avec. Sécurisé, ça? Pardon? C'est bien sécurisé. C'est bien sécurisé? Ouais, franchement, ouais. La base de données, elle est illisible, sans le mot de passe maître. Et alors en plus, elle offre des fonctionnalités qui sont intéressantes parce que le même programme est disponible sous Windows, sous Mac, sous Linux, sur Android, sur iOS. On peut l'avoir en web aussi. Donc je vais quelque part, je suis perdu, il y a juste un cybercafé, je rentre dedans. Ben, je peux avoir accès pour peu que ma base de données soit en ligne, évidemment. Parce que si elle n'est pas en ligne, j'y ai pas accès. Mais par contre, avec un mot de passe, on a la liste de tous ces mots de passe. Et puis après, il suffit d'une combinaison de touches. Et puis hop, on injecte automatiquement le login, le mot de passe dans le site web. Donc ça, c'est top, parce que comme ça, ça permet... en général, ce qu'on fait, c'est que c'est chiant à taper un mot de passe. Alors, ma petite fleur, 1973, voilà, ou bien le prénom des enfants, les dates de naissance, c'est tellement facile, en fait.
de trouver les mots de passe des gens en général. Soleil, parce qu'on aime bien quand c'est lumineux. Alors, il faut savoir, par exemple, à la maison, je ne l'ai pas ici, mais à la maison, j'ai une base de données comme ça. Il y a 8 milliards d'adresses email dedans avec les mots de passe. Hein. Pour donner un exemple, ça se trouve sur le net. Hein. Les comptes Facebook, bah, un identifiant Facebook, donc un compte Facebook, il a un identifiant numérique. Avec cet identifiant-là, je retrouve les numéros de téléphone. Alors que c'est censé être privé. Mais ça existe. Donc il y a eu des fuites en Belgique, il y a des fuites LinkedIn, Facebook, Gmail. Ouais, WhatsApp aussi, il y a des WhatsApp. Et là, c'est amusant. Après, si on a du bol, on trouve l'adresse email. Et puis, tiens, il a tapé ça, puis il a utilisé ça, puis il a utilisé ça. Tiens, ses enfants s'appellent comme ça. Tiens. Et puis, après, on essaye. Et puis, généralement, c'est Soleil 1, 2, 3, 4. Puis, ça va être Soleil 1, 2, 3, 4, 5. Ou Soleil 1, 2, 3, 5. C'est ça, il y avait 2 majuscules au début. Et puis... Voilà, et puis on rajoute un chiffre qui s'incrémente parce qu'on doit le changer. Tandis que là, l'avantage de KeePass, moi, je les invente pas, les mots de passe. C'est lui qui me les invente, c'est mon ordinateur. Il fabrique des mots de passe avec 32 caractères, 64 caractères, 120 caractères, je m'en fous. J'ai pas besoin de les retenir. C'est des caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Tout se suit. Pas à les retenir, pas à les taper. Je fais un copier-coller. C'est fini. Je n'ai qu'une objection par rapport à toutes les applications dont on dit qu'elles sont tellement bien sécurisées. C'est que moi, je sors là de 3 mois de piratage. Et donc, j'en ai appris un paquet sur... Eh bien, c'est très simple de pirater. N'importe quoi qui est crypté par des captures d'écran, tout simplement. Ah ouais, pour ça, il faut une intrusion dans l'ordinateur. Ah oui, c'est mon cas. Enfin, bon, mais je l'ai vu faire. Ah oui, non, c'est sûr. Je l'ai vu faire sous mes yeux pendant que j'utilisais mon smartphone. Sur Telegram, hop, une capture d'écran qui est partie. Ouais, on appelle ça les applications man in the middle. Voilà. Et en fait, c'est des applis qui peuvent sniffer, qui surveillent ce qu'on peut taper comme caractère. Donc, quand on tape son mot de passe, évidemment, il est envoyé vers l'application, mais en même temps, il est envoyé ailleurs. Mais pour ça, il faut un logiciel dans la machine qui tourne et qui le fait. Et comment tu as eu le logiciel? Ah, écoute, tu télécharges des trucs parfois ça peut être partout. D'une façon imprudente. Je ne sais pas. Ouais. Tu sais, parfois, même en ouvrant une photo, ça peut suffire. Ouais. Je vais vous dire, les QR codes, vous êtes adeptes? Non, pas de passe vaccinal, on parle pas de ça, mais les QR codes en général, quand vous voyez un QR code, on scanne et on regarde ce que c'est. Non, ça peut toujours pas Exactement. Ah oui, c'est clair, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. QR code, on le voit, c'est joli, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, je prends mon smartphone, clac, clac, hop, je le scanne. Ça y est, je le déchiffre, je le décrypte. Le fait de faire ça, ça peut me renvoyer à une adresse internet, où automatiquement, un petit logiciel va se mettre dedans, mon téléphone est foutu. Ah oui, il y a des logiciels qui permettent justement de créer notre propre QR code avec des liens d'accès et tout ça. C'est super facile à faire. Mais bon, voilà. Même des captures d'écran peuvent affecter un appareil bien pris. Mais en fait, dans les images, Voilà, il est possible, donc on peut regarder des photos, et dans les photos, il est possible d'insérer du code. Et que quand on ouvre la photo, le code s'exécute et ça installe quelque chose. Oui, mais même en capture d'écran. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui fait une capture d'écran. Non, moi j'ai lu que c'était même pas sécuritaire 100%. Donc par exemple, voilà, je suis sur Internet, je fais une capture d'écran dans ce site. Ouais. Il est possible d'être infecté en sauvegardant la capture d'écran. Peut-être, parce que ça moi, c'est en train de dissiper, on va peut-être clôturer la présentation. Ouais. Parce que là, voilà, je te redonne la parole. Ah non, c'était bon. Après, il restait juste qu'au niveau smartphone, il y avait les liens aussi pour aller voir le site internet de EOS et de Lineage OS. Ce qu'on parlait tout à l'heure, F-Droid et Aurora Store, qui permettent de télécharger des applis ailleurs que chez Google avec le Play Store. Et alors, beaucoup de gens utilisent des navigateurs avec le smartphone. C'est pareil. Après, généralement, qu'est-ce qu'on a? Maps, l'application Google qui est dedans. Plutôt que d'utiliser celle-là, elle est installée, on ne sait pas l'effacer parce qu'ils empêchent ça. Comme ça, tant qu'à faire, elle est dedans, elle bouffe de la mémoire, je vais l'utiliser.
bah, plutôt que d'utiliser celle-là, il y en a qui sont téléchargeables sur Internet, comme Magic Earth ou bien Organic Maps. Et franchement, elles sont vachement efficaces. Et donc, c'est comme un GPS, ça. Et ça, c'est des navigateurs. Ouais. Donc, Comme Google Maps. Donner, voilà, c'est ça. Donner une destination et puis tourner à gauche, aller tout droit. Et alors, elles se mettent toutes les deux à jour avec le trafic routier, avec enfin, elles font plein d'informations donc, partout. ça, c'est une application qu'il faut mettre sur le Qu'on téléphone. peut utiliser sur le téléphone. Ouais. C'est pas un site internet, c'est une application. Ouais, c'est une appli. C'est mieux que. C'est mieux. Bah, Ah oui, Waze, oui. Waze, j'aime pas trop, c'est ça. Pourquoi? C'est sa sociabilité. Le fait qu'elle permette de donner des informations qu'on peut voir où sont les autres utilisateurs, etc. Je suis pas trop fan. Tandis que là, il n'y a que moi, individualiste. Mais donc, voilà, elle ne partage pas les infos avec les autres. Voilà. En gros. Super, merci. Merci. Rien, avec plaisir. Si on peut obtenir donc le PDF, Vous êtes toujours là qu'est-ce qu'on vous fait? On va le partager sur le. Ouais. Ok. T'inquiète. Regardez où on pourrait le mettre. On va trouver un endroit où en créer un s'il faut. Ah non, je sais bien. Ici, il reste un petit bout. C'est bon vous là? Vous êtes toujours là? Ils sont endormis. Ouais, Ouais, moi je suis là, j'ai rien vu. Attends, si je T'as rien vu? Rien vu. T'avais T'avais pas mis l'écran. l'écran, je peux les enlever.